L'Afrique existait bien avant la colonisation et l'Afrique avait ses réalités. Ouais. Et cette censure de l'histoire-là, pour l'éviter, il faudrait qu'on s'approprie du narratif, c'est-à-dire qu'on réinvente le discours dans les écoles. Deuxième chose, c'est d'équiper les écoles d'ouvrages sur la littérature africaine, d'ouvrages sur l'histoire de la Guinée, d'ouvrages sur l'histoire de la communauté noire, mais aussi... Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'éducation, de la femme africaine, d'identité culturelle, de lecture surtout. Car notre invitée, c'est une passionnée de lecture. Elle partage un peu ses idées à travers les réseaux sociaux. Si vous êtes intéressé à la lecture et que vous voulez vous y mettre, vous n'avez pas d'idée, c'est l'occasion de regarder la vidéo. Salut Adiatou. Alors, je suis très contente de t'avoir parmi nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invitée. Je t'en prie. Bienvenue sur Afrique New Voice. Je te laisse te présenter brièvement. Alors, je m'appelle Adiatou Laïgalo. Je travaille dans le domaine de la communication. Je suis guinéenne et je suis installée en France depuis quelques années. Voilà, je suis, comme elle a dit, je suis passionnée de lecture. Je suis passionnée de lecture, de partage d'expériences, de partage de connaissances, en fait, la discussion autour de l'apprentissage, de la lecture et tout ce qui tourne autour des livres. Et je suis surtout intéressée par les questions de l'éducation, notamment de l'éducation des jeunes filles. Comment tu as su développer cette passion pour la lecture, pour l'éducation de ces jeunes filles? Je pense que c'est venu tout seul. J'ai toujours aimé lire, mais dans ma famille, il y avait quelques-uns quand même qui lisaient. Pas forcément des livres, mais j'ai eu par exemple mon père et son frère qui lisaient beaucoup de journaux. Ouais. D'ailleurs, c'est là que j'ai été biberonnée au journal Le Lynx. Même si moi, je ne lisais pas, ou que je ne comprenais pas ce qu'ils lisaient à l'époque, mais voilà, j'ai trouvé qu'ils lisaient beaucoup. Ma passion pour les livres ne vient peut-être pas forcément que de là. J'ai réalisé que j'ai toujours aimé les lettres. Je comprends bien, tu travailles dans la communication. Oui. Donc là, tu m'as parlé un peu de ta passion de la littérature, de la lecture. Oui. Pourquoi tu n'as pas fait des études, tu n'as pas poursuivi des études en littéraire, en histoire, par exemple? Je pense que je n'ai pas eu de discussion ou en tout cas de conseil pouvant m'orienter dans ce sens-là. Et d'ailleurs, je n'en ai eu aucun concernant mes études supérieures. Peut-être pas eu quelqu'un, en fait, pour me parler des débouchés, m'orienter, pour m'expliquer quelles sont les limites de cette option-là, quels sont les avantages de celui-ci. En fait, en tout cas, pour que j'ai le choix, pour que j'ai la possibilité de choisir. Alors, jusque-là, je pense qu'il n'y a pas de conseil d'orientation dans les écoles. Je pense d'ailleurs que c'est l'un des plus gros regrets dans mon parcours académique. Quel type de livre tu lis actuellement aujourd'hui? Je lis beaucoup de livres sur la littérature africaine, sur l'histoire de l'Afrique, mais aussi pas que l'Afrique, sur le monde noir, disons, et sur aussi l'histoire de la femme ou des conditions de la femme, en fait. En tout cas, d'autres écrivains qui ne soient pas des Guinéens ou des Africains. Okay. Donc voilà, je lis d'autres auteurs du Maghreb, des États-Unis, et ça nous apprend beaucoup, parce qu'ils ne savent pas quelle on vit aujourd'hui. Mais pourquoi cet intérêt particulièrement pour la littérature africaine, la femme noire, c'est parce que tu aurais aimé avoir cette éducation scolaire? Oui, elle t'a manqué cette éducation? D'une certaine façon. En fait, aujourd'hui, je dirais à force de lire ces livres, je me rends compte qu'on n'a pas suffisamment été éduqués ou en tout cas sensibilisés à la question de l'Afrique ou à l'histoire africaine. Ce n'est pas en lisant en fait des extraits de textes ou en traitant des extraits de textes au lycée qu'on comprendra l'histoire de l'Afrique. Et le fait de relire les classiques déjà me conforte davantage dans cette position, dans cette idée-là. Et je me rends compte déjà, avec Kamaralai que j'ai relu en 2023, je me dis, mais en fait, on avait comme bout de texte de ce roman. Parce que moi, je ne me souviens finalement qu'une partie de texte. Et le fait de le relire m'a davantage fait comprendre l'importance du livre, l'importance de l'ouvrage, la place que l'ouvrage occupe dans l'éducation scolaire en Guinée, dans la littérature africaine, mais qui n'est pas suffisamment vulgarisée, à mon avis. Mariama Ba, une si longue lettre, c'est pareil. C'est en relisant Mariama Ba, en fait, que j'ai compris, une si longue lettre que j'ai compris, mais enfin,
qu'est-ce qu'il est beau ce texte, qu'est-ce qu'il est beau ce livre. Mais c'est comme si je ne l'avais jamais lu. Alors ce livre, pourtant, je l'avais lu au lycée entièrement. Mais, je ne sais pas, peut-être le contexte, l'âge à l'époque, le niveau, ne me permettait pas d'intégrer complètement le texte et d'en comprendre, d'en saisir vraiment le sens. Et pour moi, c'est une œuvre intemporelle qui dépeint les conditions de la femme africaine, les conditions, enfin la vie de la femme africaine, qui est d'ailleurs aujourd'hui d'actualité encore, parce qu'en fait, ce qu'elle décrit dans ce roman est encore d'actualité. Et encore d'actualité en Guinée, au Sénégal, un peu partout en Afrique. D'après ton explication, tu as eu ce manque d'éducation scolaire, je dirais des grandes personnalités qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Oui. Ouais. Oui. Mais je parlerai uniquement du cas de la Guinée et de mon cas particulièrement. Pour moi, on ne nous a pas, comme je le disais tout à l'heure, suffisamment enseigné l'histoire de l'Afrique et même l'histoire de la Guinée. On n'en sait pas assez, on n'en sait pas plus que ce qu'on nous a dit à l'école, et ça, c'était pas suffisant. Comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, on n'a pas eu suffisamment peut-être d'enseignement sur l'histoire des grands hommes. L'histoire des grands hommes, c'est vrai qu'on nous a parlé de Sundiata, qu'on nous a parlé des empereurs, voilà, de quelques figures historiques de la Guinée. Mais c'est pas en profondeur. C'est pas en profondeur. Donc c'est parler un peu de l'enveloppe. Je veux dire. On n'est pas rentré en détail parce que moi je me rappelle quand j'étais au collège ou au lycée, j'ai des noms dans la tête, mais c'est tout. L'histoire. Exactement. Et comment ça s'est passé, je ne me rappelle pas. Je me dis que s'ils étaient rentrés en profondeur, on avait eu plusieurs heures de cours, de jours de cours dessus, j'aurais encore quelques souvenirs. Oui, c'est ce que je dis en fait, c'est les extraits de textes, c'est-à-dire des extraits issus de ces ouvrages-là ne suffisent pas à enseigner l'histoire de la Guinée ou l'histoire africaine aux jeunes élèves ou en tout cas aux élèves des basses classes ou même au lycée. C'est-à-dire il en faut plus pour moi. Il faut mettre les moyens dans l'éducation. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de moyens, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant et les écoles ne sont pas assez équipées d'ouvrages sur la littérature africaine, sur l'histoire de la Guinée, pour nous permettre en fait d'en avoir davantage. Donc il nous faut plus qu'une étude superficielle de notre histoire pour la comprendre. Parce qu'en fait, pour moi, la meilleure façon en fait d'affronter ce monde, de faire face aux défis de la vie, du monde, c'est de comprendre qui nous sommes. C'est de comprendre qui nous sommes, d'où nous venons, comment est-ce que notre société était constituée avant. Qu'est-ce qui nous a conduit à certains aspects de la vie? Est-ce que voilà, c'est là d'ailleurs que nous pouvons peut-être tirer réponse à certaines questions concernant des situations que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est en comprenant notre histoire. C'est en comprenant notre histoire, en sachant qui nous sommes, que nous pouvons faire face, par exemple, aujourd'hui, à des provocations racistes, aux problématiques de confiance en soi. Parce qu'en fait, pour moi, quand on ne se connaît pas assez, on ne connaît pas d'où on vient, on a souvent tendance à ressentir un complexe d'infériorité, un complexe de personnalité ou même d'appartenance. Et ça, c'est surtout par manque d'éducation, par manque d'instruction suffisante à notre histoire, de sensibilisation suffisante à notre histoire, à notre réalité, en tant qu'Africains, en tant que Noirs. Je pense que l'éducation doit être repensée. Les ouvrages doivent être mis à jour parce que le monde évolue, les écrits aussi. Il y a certes la littérature classique, mais il y a aujourd'hui aussi des ouvrages qui traitent des questions ou même de l'histoire africaine, mais qui sont mises à jour, en fait, qui sont issues de recherches nouvelles. Et qui répondent plus répondent plus aux besoins, en fait, d'éducation de cette nouvelle génération. Exactement. Et donc, il faut mettre à jour le système, il faut mettre à jour les ouvrages et il faut mettre à disposition ces ouvrages. C'est-à-dire, il faut réinventer le narratif. Il faut réinventer le narratif. C'est là que j'évoque le livre de Liliane Thuram qu'on a lu début d'année 2024. Là, c'était d'ailleurs ma première lecture commune avec mon petit club de lecture et Mes étoiles noires.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui a poussé Lilian Thuram à écrire ce livre? C'est que durant sa période scolaire, voilà, ses études scolaires, il a toujours entendu parler de héros, d'inventeurs blancs, d'inventeurs occidentaux, mais rarement de personnages noirs dans le narratif qu'on lui servait. Je pense que c'est cette curiosité intellectuelle qui a poussé Lilian Thuram en fait à chercher, mais en fait, à qui est-ce que je pourrais m'identifier? Ouais. Qui serait pour moi cette étoile en fait, à laquelle je pourrais m'identifier? Est-ce que parmi tous ces inventeurs, parmi tous ces scientifiques, il n'y en a pas un seul de noir? Et pourtant, si, ça existe. C'est juste que dans le narratif, ils ont été exclus. Et ça, c'est à nous, c'est à l'éducation africaine, en fait, de rectifier cela. Oui, c'est à nous de rectifier cela. Moi, j'ai trouvé ce livre super intéressant parce que ça m'a permis de découvrir, en fait, des héros, des personnalités noires qui ont contribué à l'invention de scientifiques de ce monde, enfin, à l'avancée même technologique de ce monde. Mais on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez, donc c'est une façon de rendre un peu justice à l'histoire du monde noir, de la communauté noire. Et il n'est pas le seul à faire ce travail-là. Moi, j'ai lu Tout s'effondre aussi du Nigérian chinois Achebe, qui aussi parle de l'Afrique avant la colonisation. L'Afrique existait bien avant la colonisation, et l'Afrique avait ses réalités. L'Afrique avait ses traditions, ses croyances, ses coutumes, cultures, valeurs et constitution même de la société. C'est-à-dire comment est-ce qu'elle était constituée, comment est-ce qu'elle était régie, cette société, comment est-ce qu'elle était régie? Elle était régie par des valeurs, par des règles qui étaient bien établies et on n'était pas dans la jungle, on vivait en société, en harmonie et puis on était régi par des règles, par des lois qui existaient. Et donc, il faut enseigner ça aux gens. Il faut pas censurer, je pense, l'histoire. Ouais. Et cette censure de l'histoire-là, pour l'éviter, il faudrait qu'on s'approprie du narratif, c'est-à-dire qu'on réinvente le discours dans les écoles et qu'on accorde plus de place à ce narratif-là dans les écoles. Investir dans ces narratifs-là, il faut comprendre ces ouvrages-là, s'approprier du narratif et le placer dans le contexte scolaire, c'est-à-dire ramener ces ouvrages, les vulgariser pour permettre aux jeunes de comprendre comment l'Afrique était prédisposée avant, comment on était constitué, comment est-ce qu'on vivait en société, quelles sont les valeurs que nous avions. On se pose la question de savoir aujourd'hui pourquoi la femme elle est reléguée au second plan. Peut-être que quand on fait un petit pas en arrière ou 400 ans après, comment la femme elle vivait en société et tout ça. Moi j'ai lu par exemple dans le roman Tout s'effondre de Chinua Achebe, la violence conjugale elle était très punie. Elle était punie dans la société nigériane de cette époque-là. Ça c'était le Nigeria avant la colonisation. Donc on ne peut pas nous faire croire que on était juste des barbares. Les femmes étaient violentées dans peut-être la société d'avant et c'est l'arrivée des Blancs qui a civilisé un peu la population. Donc moi je pense qu'il faut éviter la censure et il y a plusieurs auteurs, il y a plusieurs historiens, plusieurs écrivains de la littérature africaine classique qui abordent c'est-à-dire l'histoire de l'Afrique dans ce sens-là. Et c'est très bien. Donc on a Amadou Djibril Tamsir Niane avec l'épopée Manding qui nous permet de comprendre aussi l'histoire du Manding à travers l'histoire de Soundiata Keita. Je suis vu, il y a les différents ouvrages de Amadou Hampâté-Bâ, les ouvrages de Thierno Moné Nembo, en fait, qui sont certes des romans, avec des personnages et un style propre à lui, mais qui traitent souvent des sujets qui sont liés à la Guinée ou à l'Afrique. Le terroriste noir qui parle du tirailleur Adiba, guinéen, mort pour la France, et l'aîné des orphelins qui parle de la situation, de la guerre du Rwanda entre Hutus et Tutsis. C'est-à-dire ce sont des situations, ce sont des ouvrages qui nous apprennent sur nous, sur notre pays, sur notre continent, sur l'histoire de notre continent. Et je pense qu'il faut les lire, qu'il faut les intégrer et les accorder plus de place, leur accorder plus de place dans
dans l'éducation scolaire. Le manque de connaissance de son histoire peut affecter la confiance en soi, c'est-à-dire l'appartenance raciale, communautaire. Parce que quand on n'en sait pas assez sur nous, on a du mal à nous faire confiance et à faire face aux autres. Quand j'ai lu Christian Taubira, L'esclavage raconté à ma fille, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je n'ai pas lu ce livre plus tôt? Parce que je me serais sentie moins bête face à dans certaines discussions, en fait. Parce que voilà, j'aurais eu plus d'argumentation, mais j'aurais eu... plus de fierté. Non, pas de fierté. Moi, je suis très fière d'être africaine. moi, je suis très fière. Peut-être parce qu'aujourd'hui, en fait, je sais un peu d'où je viens. Pas complètement, mais je sais en fait qu'on vaut quelque chose, qu'on peut être fier de nous. On est capable de quelque chose. Pendant longtemps, on nous a fait croire en fait que l'histoire de l'Afrique est liée uniquement à l'Occident. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils nous ont fait subir, ce que nous avons appris enfin, ainsi de suite. Alors que des historiens comme Amadou Hampâté-Bâ, Chinua Achebe, ils ont démontré que l'Afrique avait bel et bien une civilisation avant l'arrivée des Occidentaux sur le continent. On devrait accorder plus de place à la connaissance de l'histoire du continent. C'est bien normal de savoir ce qui s'est passé pendant la colonisation et de savoir ce qui s'est passé après. L'après, on est tous en train de le vivre d'une façon ou d'une autre. Car on n'est pas suffisamment enseigné sur la société africaine d'avant. Et en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai. Et c'est pourquoi je cherche à comprendre le mieux possible comment c'était avant. J'essaie de lire des livres, des romans qui parlent de l'Afrique à cette période-là. Quel livre tu conseillerais, par exemple? Je les ai cités. J'ai cité au préalable quelques-uns. Voilà, l'aspect de la civilisation africaine de Amadou Hampâté-Bâ. On a Tout s'effondre de Chinua Achebe. Et si on veut avoir aussi un petit cours sur l'esclavage, qu'on nous a, de façon un peu décalée et peut-être pas très objective, mais c'est très difficile d'être objectif quand on parle de l'esclavage et qu'on est appartenu, en fait, qu'on appartient à cette communauté qui a vécu cette douloureuse situation. C'est pourquoi, d'ailleurs, je pense que Taubira, elle a dit dans son livre c'est pas qu'elle ne se soucie pas peut-être d'être objective, c'est pas le terme, mais elle ne peut pas être tout à fait objective et dans son propos. Et c'est pareil, dans Frantz Fanon aussi, il était très difficile pour lui d'être objectif dans Peau noire. C'est ça, peau noire, masque blanc. Quand on n'est pas éduqué sur la question, soit on se laisse piétiner, soit on accumule des frustrations. Chinua Achebe, par exemple, dans son roman, tout s'effondre. Et ça prouve à quel point c'est important en fait que l'histoire soit racontée, que le narratif, que l'histoire africaine soit racontée par des Africains. C'est-à-dire par des personnes auxquelles on peut s'identifier, par des personnes en fait qui connaissent notre histoire pour le vrai. Après, d'autres personnes aussi peuvent la raconter, peuvent la raconter, mais comme on dit en fait, tant que l'histoire de la chance est racontée par le chasseur, on n'a pas tous les éléments. Voilà, c'est ça. On n'a pas toute la vérité. Elle sera biaisée. Voilà, c'est ça. Donc, il faudrait à un moment donné en fait que nous soyons les propres conteurs voilà, c'est ça, de notre histoire. Et ça, le livre, par exemple, L'esclavage raconté à ma fille de Christian Taubira l'a prouvé. Et l'aspect de la civilisation africaine de Amadou Hampâté-Bâ, voilà aussi un narrateur africain qui nous transmet en fait l'histoire de l'Afrique qui était pendant longtemps transmise à l'oralité. Parce que voilà, l'histoire de l'Afrique a été pendant très très longtemps transmise de façon orale. Et donc ce qui fait que quand ce n'est pas écrit, au fil du temps, elle se perd. Elle se perd et on perd certaines bribes d'informations. Je ne sais pas en fait comment ils vont, en tout cas les archivistes ou les historiens arrivent à reconstituer. Et
Djibril Tamsir-Nan, ils ont fait un travail, des historiens comme ça, des écrivains noirs africains, ils ont fait un travail formidable dans ce sens-là. C'est eux qui nous permettent aujourd'hui d'entrer en contact avec notre histoire. C'est eux qui nous permettent en fait de la connaître parce qu'ils ont pu retranscrire. Ils ont pu transcrire et retranscrire l'histoire qui était connue oralement par les écrits. Et grâce à ça, aujourd'hui, nous, en fait, ce qu'on peut faire, c'est quand même entrer, c'est s'approprier de ces écrits-là, les lire, les analyser, se faire notre propre opinion. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais on ne peut pas... Ce qu'on ne peut pas, c'est-à-dire, c'est déformer l'histoire. Quelle politique ou action pourrait être mise en avant pour encourager l'apprentissage de notre histoire? J'ai dit une politique de réinvention du système éducatif, politique plutôt radicale pour moi. Parce que déjà, en fait, ça nous permettrait aussi de rehausser un peu le niveau. Parce qu'il ne faut pas se mentir, le niveau de l'éducation, je parle du contexte de la Guinée, je ne dis pas que tout est mauvais, mais il est quand même très bas. Et deuxième chose, c'est d'équiper les écoles d'ouvrages sur la littérature africaine, d'ouvrages sur l'histoire de la Guinée, d'ouvrages sur l'histoire de la communauté noire, mais aussi sur l'histoire du monde, parce que pour pouvoir mieux y faire face. Donc il y a cela, il y a la formation des enseignants, donc voilà, c'est ça. Un bon point, la formation des enseignants. Voilà, c'est ça, la formation des enseignants qui est pour moi toute une problématique aussi dans la qualification du système éducatif, notamment en Guinée. Je pense qu'il faut aussi ramener les associations culturelles à l'école. Je me souviens qu'à une époque, en fait, les associations culturelles avaient quand même un impact positif dans l'apprentissage, en fait, dans les écoles. Moi, j'ai appartenu à des clubs culturels en dehors de l'école, mais aussi dans le cadre de l'école. Donc, ça nous permettait d'apprendre autrement, de rédiger des poèmes, d'écrire des pièces de théâtre, de pouvoir nous exprimer sur des thématiques, en fait, qui sont liées à la vie de tous les jours, mais aussi, qui peuvent traiter d'autres sujets, d'autres thématiques, en fait. Mais c'est d'ailleurs là que c'est maintenant que ça me revient tellement, ça fait longtemps que j'avais complètement oublié, c'était lors des différentes festivités culturelles qu'on organisait à la fin de l'année, qu'on appelait les kermesses. Donc, ça nous permettait, nous, d'écrire des poèmes, de les déclamer devant des gens, devant des parents d'élèves. Déjà, ça travaille notre tact, ça travaille notre confiance en soi et ça nous permet, en fait, de travailler notre capacité rédactionnelle pour nous, ça nous prépare aussi à la vie professionnelle, de devoir, par exemple, écrire soi-même ses textes, ses poèmes, de mettre ses idées, ses pensées sur papier. Voilà, je pense un jeune, un lycéen qui fait ça, il n'aura pas beaucoup de difficultés à rédiger une lettre de motivation pour postuler, par exemple, pour un stage, une alternance. Ou alternance. Donc, je pense qu'il faut, en fait, en tout cas, multiplier les supports d'enseignement, c'est-à-dire pas uniquement les livres, pas uniquement peut-être le tableau et la craie, mais aujourd'hui nous avons les podcasts qui permettent aux gens de se renseigner. Par exemple, le livre Une si longue lettre de Mariama Ba a été adapté par exemple sous forme de podcast avec France Culture et qui est très bien adapté. C'est récent, c'est il y a à peine un mois je crois. Qu'en penses-tu de la place de la femme dans cette société? Est-ce que tu y a des femmes africaines qui t'inspirent, des écrivaines africaines ou des écrivaines noires? Oui. Ouais. Ce que je peux dire, c'est que de la femme africaine, de la femme guinéenne, elle est un fondement du développement de la Guinée. Pour moi, la femme guinéenne, elle est le fondement du développement. La femme africaine, elle est un fondement incontestable du développement de l'Afrique. Les Guinéennes sont dans les hôpitaux, elles sont partout. Peut-être pas aussi nombreuses dans les hôpitaux, dans les entreprises dirigeantes qu'au marché, mais elles sont quand même là. Ouais. Il y a ça, moi, donc voilà, des écrivaines en Afrique, oui. On a Mariama Ba, c'est une écrivaine qui me marque beaucoup et qui m'a beaucoup marquée avec son ouvrage Une si longue lettre, qui reste pour moi encore l'un des meilleurs ouvrages en Afrique, en tout cas qui parle
Dans le cadre de la littérature africaine, dans le domaine de l'éducation, Adja Aïcha Ba m'inspire beaucoup. Pour terminer, quel conseil donnerais-tu pour la lecture? Je dirais en fait de lire sur des thématiques ou des sujets qui nous intéressent en fait, parce que si on ne lit pas, si on lit uniquement en fait sur des... Moi je peux recommander par exemple, te recommander un livre sur la littérature russe, en fait ça t'intéresse pas, ou même sur la littérature africaine, mais sur des questions qui ne t'intéressent pas. Donc moi ce que je conseillerais c'est de lire des sujets qui nous intéressent. Même si c'est dans le domaine de la littérature africaine ou même dans le domaine en fait, de l'histoire de la Guinée, il faut peut-être trouver des ouvrages simples à lire pour un début. En tout cas, pour quelqu'un qui se met à la lecture et qui veut être régulier dans la lecture, lire quelque chose qui nous intéresse. Et commencer peut-être par lire des ouvrages qui ne sont pas très volumineux pour ne pas se décourager. C'est ça, s'accorder un temps de lecture par jour ou par semaine. Et ça, c'est deux. Et troisièmement, pour moi, avoir toujours quelque chose à lire sur soi.